Ce soir, sur Low Fuel, c'est les experts Picardie. Dans cet épisode, un mec plus confiant dans l'espèce humaine que dans le vol sans visibilité a posé son hélico dans une propriété privée pour éviter le brouillard sur sa route. Quand il a enfin pu revenir le récupérer, il a découvert que des mecs patibulaires mais presque l'avaient braqué. Ce mec, c'est moi. Je vous raconte tout ça, mais d'abord, générique. Ah, attends. Si tu es le mec patibulaire qui a braqué mon hélico et que tu regardes cette vidéo, regarde-la bien jusqu'au bout. Il y a un message pour toi. Merde, Low Fuel. Salut Low Fuel. Pour ceux qui aiment aller à l'essentiel, j'ai une bonne nouvelle. YouTube a mis en place 2 niveaux de réponse gradués aux gens qui s'étalent en longueur dans leurs vidéos et vous font perdre un temps précieux. Le premier consiste à accélérer la lecture de la vidéo, le second à chapitrer les vidéos. La liste et la description du matériel volé se trouvent dans l'avant-dernier chapitre de cette vidéo. Voilà, vous êtes prévenus, maintenant je m'autorise à un peu moins de concision. Un peu de contexte pour commencer avec ce rappel des faits. Invité par le HA au European Rotors, le plus grand salon de la voilure tournante en Europe, je vais à Amsterdam avec Grégoire et Morgan avec le Foxtrot Hotel Alpha Novembre Golf, mon hélicoptère Robinson R44 Raven 2. Après un vol aller magnifique, malgré un déroutement météo que je vous raconte dans ma précédente vidéo, nous visitons le salon et tournons une vidéo qui sortira malgré tout comme prévu dimanche à 18h. La météo nous force à reporter notre retour le mercredi puis le jeudi. Vous connaissez l'adage, l'aviation est un moyen de déplacement rapide pour gens pas pressés. Nous le savons, nous l'acceptons. Nous sommes 3 hélicoptères à attendre sur l'héliport. Un Bell 407, un Bell 505 qui doivent retourner en Angleterre et nous avec le R44. 2 jours de chouettes discussions, de belles rencontres, de l'aéronautique quoi. Vendredi dernier, la tour de Schiphol, qui en était presque à nous appeler par nos prénoms, nous autorise tous à décoller en VFR spécial. Les conditions sont sévères, mais la visibilité suffisante pour entreprendre le vol. Je vous passe les images pendant que je vous raconte tout ça. Restez calme. Le VFR spécial dans la CTR de Schiphol, c'est 600 pieds de plafond et 1500 mètres de visibilité. Le décollage de l'héliport d'Amsterdam se fait au-dessus de l'eau, au milieu du port, et durant la montée initiale, je peux voir que la visibilité se dégrade, précisément sur notre itinéraire. Vu les conditions, la tour nous a refusé notre habituel survol du canal de la mer du Nord, qui aurait été pourtant bien plus simple et sécurisé. En effet, il n'y a aucun obstacle au-dessus du canal. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de suivre l'itinéraire publié. Il s'agit, comme en région parisienne, d'un itinéraire dérogatoire, en termes de hauteur de survol et de distance aux obstacles. Assemblez tout ça et vous obtenez des éoliennes à peine visibles et un survol d'autoroute à 500 pieds. Charmant, non? Les images sont impressionnantes, mais ce vol est parfaitement légal et se fait en partie sous le contrôle de la tour de Schiphol, dans leur CTR. Pour contrer l'effet inquiétant des images, il faut, comme le pilote, se concentrer sur la visibilité en avant, sur les côtés et en dessous de l'hélicoptère. On voit qu'à tout moment, on peut faire demi-tour ou se poser, c'est mon critère. Il y a plus de 20 ans que je vole. J'ai à peu près 1700 heures de vol commandant de bord, dont plus de 1000 en hélico. J'ai également facilement 500 heures en copie. Ce n'est bien sûr pas la première fois que j'ai affaire à une météo compliquée, mais ce n'est pas naturel. Je suis obligé de me refaire ce raisonnement régulièrement pour continuer le vol. Aux difficultés de la météo s'ajoute celle d'un objectif destination un peu particulier, car l'héliport d'Amsterdam ne délivre pas d'avgas. Il nous reste 1h20 d'essence pour atteindre l'aérodrome de Middelburg à 50 minutes de vol sur l'île de Middelzeeland, Echo Hotel Mike Zulu. Vous les voyez s'aligner, les trous du gruyère? Faire demi-tour signifierait devoir louer une voiture et acheter un bidon pour aller chercher de l'avgas à 60 km. C'est un cas d'école d'objectif destination.
Une fois sur le trait de côte, les choses sont un peu plus faciles. Même si la visibilité ne s'améliore pas, je connais bien la côte. À part sur le port de Rotterdam, il n'y a aucun obstacle. Et comme vous pouvez le voir, on a la chance que la visibilité n'y soit pas trop mauvaise. Finalement, on n'a pas à descendre en dessous de 500 pieds. On monte même parfois à 1000 pieds et on finit par se poser sans encombre à Middelburg. Au sol, les conditions paraissent bien meilleures. C'est le souci de cette météo anticyclonique couplée à une puissante inversion. La crasse s'accumule comme sous un couvercle, mais on en juge assez mal depuis le sol. Nous faisons le plein et nous repartons au plus vite. Paris est encore à 1h30 de vol et les conditions ne sont toujours pas incroyables. Toujours en vue du sol, entre 500 et 1000 pieds, avec 3 à 5 km de visibilité. Mais ce n'est pas agréable et c'est bien sûr plus fatigant qu'un vol en conditions CAVOC. Arrivé à 16 nautiques de Papa Hôtel 3, l'entrée nord du transit parisien, qu'on appelait avant l'Usarche, le plafond descend et le brouillard monte sur les forêts de Picardie. La contrôleuse de Paris Info nous informe que le transit parisien est ouvert en VFR spécial. On touche au but, mais voilà. Je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est précisément l'une des configurations qui tue des pilotes chaque année. Il y a seulement 5 minutes de vol entre là où je suis et là où le contrôle me dit que ça passe. Et j'ai des passagers qui aimeraient bien rentrer chez eux. Les conditions deviennent juste un peu plus mauvaises. Le souci, c'est que quand elles sont déjà très mauvaises, un peu plus mauvaise devient synonyme de mortel. C'est là encore un cas d'école très bien décrit par la fable de la grenouille. Rappelez-vous, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Posez ce putain d'hélico. Si un jour, vous êtes dans une situation semblable, que vous hésitez à passer et que le souvenir d'une de mes vidéos fait pencher la balance vers l'atterrissage d'urgence, vous ferez d'une pierre deux coups. Vous sauverez peut-être votre vie et vous me rendrez moins inutile. Je vous en remercie d'avance. Ça vaut aussi pour les gens expérimentés. Vous avez remarqué, à chaque mort en IMC, on vous explique que c'était un excellent pilote, très expérimenté. Je décide donc de me poser, je demande le numéro de téléphone de Paris Info et je prends le temps de tourner dans la zone pour sélectionner une propriété privée, proche d'une route, avec une zone stabilisée suffisamment grande pour accueillir l'hélicoptère, parce que j'ai fait ça des dizaines de fois et que je deviens exigeant, que voulez-vous. Je trouve un restaurant, des gens y habitent manifestement, c'est idéal. La restauratrice et son compagnon nous accueillent très gentiment. Nous sommes les bienvenus. J'appelle Paris Info au téléphone pour confirmer que nous sommes posés en sécurité. Puis, j'appelle la gendarmerie terrestre, histoire qu'ils sachent de quoi il s'agit, s'ils reçoivent des alertes au crash. C'est assez courant dans ces conditions. Une fois, dans le Jura, j'étais posé depuis moins de 10 minutes dans le jardin d'une amie, quand les pompiers sont arrivés, toutes sirènes hurlantes, me demandant où étaient les blessés. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre vache. L'un des locataires qui habite au-dessus du restaurant, à côté duquel j'ai atterri, nous aide à pousser la machine à l'abri de la vue et hors du passage des voitures. À ce moment-là, tout semble parfait, en tout cas pour une vache. On appelle un taxi et on sélectionne ce qu'on pourra emporter avec nous dans les transports en commun. Caméra, papier, on laisse l'équipement de survie sur place. Trop lourd, trop encombrant. Allez, il y a bien un souci. Ça fait des mois que la porte côté pilote de mon hélicoptère ne ferme plus. J'ai d'ailleurs commandé les serrures pour les remplacer. Tout est une question de timing, mais pas forcément comme vous l'imaginez. Si on y réfléchit bien, ça a probablement évité que mon hélicoptère ne soit dégradé. Parce que les serrures d'un Robinson R44, c'est un peu comme les feux rouges, ça n'engage que ceux qui les respectent. On n'est pas sur du point fort fichet et quand bien même, les portes sont faites en carbone, c'est du papier à cigarette. Voilà, on y est. Rentrer à la maison, jour après jour, je regarde la météo. Parce que laisser 400 000 € hors taxe, dormir dehors, on y pense quand même un peu. 6 jours passent et la météo bloque toujours quelque part. Alors, j'aurais pu tellement de choses. Mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Le 6e jour, j'arrive donc joyeusement en cabri avec Grégoire. La météo est encore très moyenne, mais ça a tout l'air d'une mission sympa, comme on en fait si souvent. On retrouve avec plaisir nos hôtes accueillants. On en profite même pour déjeuner dans leur resto. Sympa. Je commence à préparer mon R44 pour le vol et je me rends compte qu'il y a des cendres de cigarettes sur un siège. Je me dis qu'un curieux moyennement respectueux a dû ouvrir la machine pour regarder dedans. Et là, mes yeux se posent sur l'extincteur, enfin sur l'absence d'extincteur. J'ai du mal à comprendre. En ouvrant les coffres, l'évidence s'impose. On a cambriolé mon hélicoptère, il manque les gilets de sauvetage. J'appelle la gendarmerie qui envoie une équipe pour relever les empreintes. C'est seulement après leur arrivée que je réaliserai qu'il me manque aussi 4 casques Bosavin. Allez, je vais vous donner la liste complète du matériel. On ne sait jamais, des fois que les méchants aient moins de chance que nous, pour une fois. Je fais une dernière petite digression avant ça. Vu l'époque que nous vivons, il faut être très clair sur la portée de cet événement. Il s'agit d'un problème de riches.
J'ai toujours ma famille, mes 2 bras, mes 2 jambes, ma maison et de quoi manger. Mon fils va à l'école tous les jours et s'il se blesse, j'ai un hôpital où aller. Beaucoup de gens, à moins de 1000 nautiques de nous, n'ont pas cette chance. Il s'agit juste d'une plaie d'argent qui, comme le dit l'adage, n'est pas mortelle. Mais ce n'est pas de cet aspect-là que j'ai envie de vous parler, là, tout de suite. Je lis vos commentaires, je lis votre sympathie, mais je lis aussi beaucoup de questions que je pourrais résumer par « mais qui serait assez con pour laisser un hélico sans surveillance en pleine campagne, en France qui plus est ?» C'est peut-être le moment de vous en dire un peu plus sur moi. D'abord, pour celui qui a voyagé, la France est un havre d'abondance, de sécurité et de confort. Et si la litanie des chaînes d'infos en continu crée une indéniable anxiété, nous vivons cependant l'une des époques les plus sûres de l'histoire de l'humanité. Dans l'un des pays les plus sûrs au monde, nous vivons dans un confort inédit qui nous endort un peu. Ça n'est pas parfait, beaucoup sont exclus de cette abondance, mais pas moi, alors je serais bien malvenu de me plaindre. Je suis un privilégié. Je suis né privilégié, non parce que ma famille est riche, mais parce qu'elle est éduquée, parce qu'elle est cultivée. Si vous me permettez cette paraphrase pétrolière, là d'où je viens, il n'y avait pas d'argent, mais il y avait des livres. J'ai eu mon lot de plaies, à l'âme, au cœur, au corps, mais dans l'ensemble, j'estime que j'ai eu une belle vie et très certainement beaucoup de chance. J'ai beaucoup travaillé, ça m'a apporté la sécurité financière, ça aussi, c'est une chance. Beaucoup ont travaillé plus que moi et en ont retiré beaucoup moins. Ça fait 23 ans que j'ai la chance de pouvoir vivre ma passion, voler. Alors oui, je préfère vivre une vie ouverte, confiante, a priori, et tournée vers les autres. Et quand parfois ça merde, j'assume. C'est ce que font les adultes. C'est de ça que cette chaîne est faite. Je n'ai pas créé un personnage, ça m'évite d'avoir à l'entretenir. Je partage ce que d'autres cachent, en particulier mes erreurs, et cette transparence, d'une certaine façon, me protège. Je sais aussi que le monde de l'hélicoptère est souvent aux antipodes de cette vision. Comme me disait récemment un petit gars de toussu, dans l'hélicoptère, ça parle énormément, notamment de tes vidéos. Peut-être, mais j'ai fini par comprendre un truc intéressant. Ceux qui n'ont rien à prouver n'ont rien contre moi. Au pire, ils m'ignorent et voilà. Vivre avec la trouille, se cacher, renoncer à tous les voyages, à toutes les rencontres, parce qu'on risque de devoir se poser dans un champ, ça n'est pas pour moi. Tiens, puisqu'on parle d'erreur, je vais donner une bonne raison à ceux qui m'aiment pas de se moquer de moi. J'ai laissé la clé de démarrage de l'hélicoptère dans l'hélicoptère, parce que j'avais peur de l'oublier en revenant. Les voleurs l'ont trouvée, ils l'ont prise, il n'y a pas de double. Il y a aussi les gentils messages qui proposent de lancer une cagnotte. Mais même si c'est énervant, même si cet argent aurait été mieux utilisé à autre chose, pas de raison de faire appel à votre générosité. Si la chaîne a besoin de 3 sous, on se décidera enfin à mettre en vente le lot de polos, de t-shirts, de casquettes et de flammes qu'il nous reste. Mais merci, c'est gentil. Tiens, puisqu'on en parle, histoire qu'on se rende compte, mettez-nous dans les commentaires si vous aimeriez qu'on organise une nouvelle vente de goodies Low Fuel. Ça avait cartonné la première fois. J'en viens à ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire. Après notre atterrissage, j'ai posté une vidéo pour dire qu'on était posé dans la pampa, que tout allait bien. Je le fais toujours parce que c'est comme ça que marche un vlog, mais aussi parce que je me dis que ça parle de sécurité de tous les jours, et ça me semble plus efficace que les posters sur les murs des aéroclubs. Dans mon post, j'ai donné une localisation, et je continuerai à le faire. Par le passé, ça a permis beaucoup de belles rencontres, et je ne changerai pas ça pour rien au monde. Mais comme beaucoup, je me suis demandé si ça pouvait être un inside job, un pilote malhonnête qui aurait vu l'occasion et l'aurait saisi. Alors, des gamins idiots ou un inside job? Si c'est un pilote, il regarde cette vidéo et j'ai un truc à lui dire. Tu m'as volé un objet auquel je tenais, qui n'a de valeur que pour moi. Je sais ce que c'est, tu sais ce que c'est, et j'aimerais le récupérer. Je ne suis pas difficile à joindre. Allez, on passe au côté pratique. Voici la liste du matériel volé. Je vous demande de partager cette vidéo, on ne sait jamais, ça pourrait finir en belle histoire. En tout cas, pour nous. 3 gilets de sauvetage comme celui-ci, de marque Survitech, de modèle MK51. Le part number est dans la description de la vidéo. Une PLB, une balise de détresse portable, comme celle-ci, marque ACR Artex, modèle PLB 8110, serial number, vous le trouverez également dans la description de la vidéo. 4 casques Bose A20 Bluetooth avec prise Lemo, 3 câbles RAID et un câble torsadé, une bouteille d'air ERSA de marque Survitech RFD, un extincteur Allon spécial aéronautique comme celui-ci, un couteau suisse Rescue Tool jaune fluo marque Victorinox modèle Rescue Tool, une clé d'hélicoptère attachée à une flamme bleue siglée Foxtrot Hotel Alpha Novembre Golf, une mousse de harnais brodée Low Fuel comme celle-ci. Voilà,
Ma bouteille est à la mer, c'est un peu paradoxal pour un pilote, mais bon. Je voudrais remercier mon ami Philippe, qui après me les avoir offerts, a cherché et retrouvé les numéros de série des gilets de sauvetage. Je voudrais remercier Grégoire, Morgane et Antoine, qui a très froid derrière la caméra, Mathieu, qui chacun à leur façon aide à gérer l'événement. Je voudrais remercier Nicolas, qui nous aide de son mieux sur place. On ne va pas s'arrêter pour autant, au contraire. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. C'était Hello Fuel depuis la Picardie. À bientôt.